Bon. Bon. Déjà, on dira pas qu'on s'est ennuyé pendant ce Grand Prix du Canada 2019. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Blabla F1 pour ce débriefing de ce Grand Prix qui n'a pas fini de faire parler. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous sont très intelligents et qu'il y a un sujet en particulier qui vous semblerait pertinent à aborder pendant ce Grand Prix du Canada et j'y reviendrai à la fin de cette chronique parce que je préfère déjà m'attarder sur la course en elle-même et extrapoler sur ces petits détails à la fin. Dans l'ensemble, un week-end assez positif pour la Scuderia Ferrari qui avait pu ce week-end porter la lutte à Mercedes, même si il était assez clair que Ferrari compensait son grand manque de performance dans les virages, dans les lignes droites. Et ce qui nous a valu justement une belle lutte entre Vettel et Hamilton parce qu'il y avait justement la Mercedes qui avait l'avantage dans les virages, mais la Ferrari qui arrivait à conserver l'avantage grâce à sa puissance moteur. Donc clairement, même s'il y a du mieux chez Ferrari, je pense que c'est surtout grâce aux caractéristiques du circuit qu'ils ont pu faire un bon week-end. Ça devrait être à peu près la même chose en France au prochain Grand Prix, mais je pense que quand on va revenir sur des circuits un petit peu plus lents comme Budapest par exemple, ça va être plus compliqué. Néanmoins, assez évident que Vettel a de nouveau fait preuve de son immense talent pendant ce week-end en dominant Leclerc tout le long du week-end. En termes de rythme de course, Leclerc était pas loin, il était pas très loin, il suivait Hamilton et Vettel, mais il n'était pas encore... il lui manquait un tout petit quelque chose pour vraiment s'en rapprocher. Mais déjà, c'est beaucoup de positifs de la part de Leclerc qui peut continuer à engranger des kilomètres avec la Ferrari et à voir la lutte de ce qui se passe devant. Donc un second podium pour le Monégasque qui cette fois aura moins un goût de défaite pour lui. Et je suis vraiment ravi de l'avoir vu monter sur le podium à nouveau, Leclerc. Du côté de Bottas, c'est un week-end à oublier pour le Finlandais. On l'a vu tirer la tronche à la fin des qualifications et à la fin du Grand Prix. Une 4e place à plus de 50 secondes de Lewis Hamilton. Alors évidemment, la course de Bottas était compromise dès les qualifications puisqu'il a ruiné ses qualifications en faisant des erreurs lors de ses 2 tours chronométrés, ce qui lui a valu de partir de la 6e place pour le Grand Prix. Malheureusement, c'était pas ça non plus pendant la course, on l'a vu batailler derrière les Renault et particulièrement derrière celle de Ricciardo. Donc un week-end à oublier pour Bottas. S'il veut se battre pour le titre, ce genre de week-end ne doit plus jamais se reproduire. Mais s'il y a bien une écurie qui nous a ravis ce week-end, c'est Renault, avec Ricciardo qui termine 6e devant Nico Hülkenberg en 7e position. Une superbe performance de Daniel Ricciardo, 4e en qualification, la plus belle qualification de Renault depuis un certain Robert Kubica en 2010. Donc ça faisait vraiment plaisir à voir et aussi de voir que les Renault ont réussi à enquiquiner quelque peu Bottas pendant la course dans les lignes droites. Donc il y a quand même quelques petits chevaux qui se battent dans le Power Unit Renault et ça fait vraiment plaisir. Donc une course de défense pour Ricciardo, mais qui a montré à nouveau toute l'étendue de son talent. Il commence vraiment à prendre le contrôle de cette nouvelle voiture Ricciardo et il donne vraiment du fil à retordre à Nico Hülkenberg et ça me ravit. J'espère que ces deux-là vont pouvoir continuer de se battre tout au long de la saison parce que ce sont vraiment 2 grands pilotes et Hülkenberg, ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu un équipier qui lui a vraiment donné beaucoup de mal, donc j'espère que ça va l'aider à se sortir les tripes. Hülkenberg, rapidement, une très belle course, il partait d'un petit peu plus loin, il avait fait moins bien que Ricciardo en qualif, mais pendant la course, il a pu se rapprocher et dépasser la Red Bull de Pierre Gasly. J'ai été très méchant sur Pierre Gasly pendant ce dimanche. Je fais partie des premiers à défendre Gasly depuis le début de saison,
Mais là, ce Grand Prix, ça m'a vraiment refroidi. Alors, à savoir que Gasly a eu des problèmes de température sur sa voiture au niveau des freins, au niveau du moteur, donc il a dû rouler un petit peu à l'économie. Donc, ça m'aide un petit peu à revoir sa performance d'ensemble du week-end. Mais voilà, Gasly, c'est 8ème en partant de la 5ème place et surtout, même si on met à part ses problèmes mécaniques, il partait devant son équipier Verstappen et Verstappen termine 5ème. Inutile de dire à nouveau que Verstappen a fait une performance absolument remarquable après avoir été piégé en Q2 et ayant dû s'élancer de la 11e place, enfin devenu 9e avec les pénalités diverses. Verstappen a fait une course remarquable, une superbe stratégie partie en pneus durs. Il était très clair que les pneus tendres étaient les pneus à proscrire ce week-end. Et voilà, la stratégie alternative, du coup, c'était de faire pneus durs, pneus médiums, et ça a parfaitement marché pour Verstappen. Il a fait les dépassements quand fallait faire les dépassements, il a tenu ses pneus, et il termine à une très belle 5ème place. Un autre pilote qui a utilisé cette stratégie à la perfection, et qui pour moi me ravit et me surprend encore une fois, c'est Lance Stroll qui termine 9ème. Et à nouveau, il termine dans les points en partant de nulle part. Il prend un superbe départ, il gagne au moins 3 ou 4 places, et pendant la course, il fait les dépassements, il fait tenir ses pneus. J'ai pas réussi à retrouver les chiffres, mais il a tenu au moins les 4/5e du Grand Prix avec les mêmes pneus en 8ème position. De même, Stroll, c'est à nouveau un pilote que je défends depuis le début de la saison, qui m'a énormément déçu sur ses derniers Grands Prix, et là, voilà, une 9ème place. Sachant que la Racing Point n'est pas du tout en forme, Sergio Pérez, quant à lui, termine 12ème. Une bonne course de Pérez, mais qui montre clairement que la Racing Point n'avait pas le rythme. Et Stroll, quand il veut, il peut faire des superbes courses. Il faut juste qu'il travaille ses qualifications. Mais à nouveau aussi, la Racing Point n'est vraiment pas en forme en ce moment. Mais bon, une très belle performance pour le Canadien sur l'écurie canadienne, sur le circuit du Canada. Et ça a dû ravir un certain nombre de personnes, comme son papa. Une course solide de Daniel Kvyat qui marque le point de la 10e place. Je pense que Toro Rosso sera très ravi de ce point parce que tout le week-end, elles étaient en difficulté, les deux Toro Rosso. Alex Albon a dû abandonner suite à un accrochage en début de course pour lequel il est complètement innocent. C'est un simple incident de course. Il s'est fait prendre en sandwich par Perez et Giovinazzi, je crois. Des suites de cet accident, il a dû abandonner. Ou c'était peut-être autre chose, il me semble. Mais donc, voilà, pour revenir à Kvyat, voilà, une bonne course. Il a bien fait marcher à nouveau la stratégie décalée et il a réussi à remonter en fin de course, à dépasser Sainz et récupérer ce point de la 10e place. Carlos Sainz, quant à lui, du coup, termine 11e. Sa course était compromise dès le départ où il a dû repasser au stand. D'ailleurs, je vais faire un tir groupé sur les deux McLaren puisque Lando Norris a dû abandonner. Il y avait des problèmes de frein sur McLaren ce week-end parce que Sainz a dû s'arrêter en tout début de course pour des problèmes de température sur ses freins, justement. Et il a dû faire pratiquement les 70 tours de course avec le même train de pneus. Donc logiquement, en fin de course, il s'est fait passer par Stroll et Kvyat. Et du côté de Norris, alors, c'est assez atypique, mais il semblerait que sa rupture de suspension arrière droite, du coup, on l'a vu s'arrêter en début de course avec sa roue arrière droite complètement démontée. On pensait qu'il avait touché un mur ou quoi que ce soit, mais Norris a dit que non, il n'avait rien touché, il n'y a pas eu de contact. Et il semblerait, c'est très atypique, mais il semblerait que la surchauffe des freins ait provoqué la fonte de la suspension. C'est-à-dire qu'on a la suspension qui aurait fondu à cause de la chaleur des freins, et ça aurait causé cet abandon. Alors, on en saura peut-être plus dans la semaine, mais là, c'est vraiment quelque chose de très atypique. Ce qu'on a vu chez McLaren, on sait qu'il faisait très chaud pendant ce Grand Prix. Mais bon, Sainz, j'ai rien à dire, c'était quand même une très belle course de sa part et une très belle qualification de Norris et des deux McLaren qui pouvaient toutes les deux viser des points pour ce Grand Prix. Mais bon, malheureusement, la malchance s'abat à nouveau sur cette écurie.
Antonio Giovinazzi bat pour la première fois de sa carrière et de cette saison son coéquipier puisque Kimi Räikkönen termine 15e. Écoutez, à l'exception d'un tête à queue pendant ce Grand Prix, Giovinazzi a fait une course assez propre, une bonne course de sa part. C'était très important pour lui évidemment de faire mieux que son équipier puisqu'il partait devant et il a réussi à le faire, donc bravo à lui. De toute façon, l'Alfa Romeo, il y a énormément de choses à revoir. Romain Grosjean termine 14e en sandwich entre les Alfa Romeo tandis que Kevin Magnussen arrive 17e. À nouveau, Haas a connu ses problèmes de température pendant le Grand Prix. Au niveau des pneus, cette fois, les pneus surchauffaient beaucoup trop. Et je crois qu'il y a à peu près le même problème chez Ferrari. On sait que les châssis sont à peu près similaires, mais il me semble que Ferrari a vraiment souffert aussi de ce côté-là, moins que les Haas. Mais il y a un problème de ce côté-là dans les voitures Ferrari-esques, oserais-je dire. Grosjean, parti 15e, n'a pas pu bien faire mieux. De toute façon, la Haas n'avait pas le rythme. Et Kevin Magnussen, sa course était compromise dès l'instant qu'il s'est crashé en Q2. C'est très dommage. Il serait parti dans le top 10. Mais de toute façon, même si sa voiture était encore endommagée et qu'on l'a entendu s'en plaindre pendant tout le Grand Prix, dans tous les cas, la Haas n'avait pas le rythme pour les points. Donc, un week-end à oublier pour Magnussen et Haas. Et j'ai donc terminé cette revue de l'arrivée avec George Russell qui termine 16e, Robert Kubica 18e et dernier. Pas grand chose à dire à nouveau. Kubica termine à nouveau à un tour de Russell. J'ai pas trouvé d'informations encore. Évidemment, quand il s'agit des écuries du fond de plateau, faut aller les chercher vraiment les infos. Et là, j'ai rien trouvé, mais bon, je pense juste que Kubica n'avait pas le rythme et que Russell a fait à nouveau une course remarquable puisqu'il termine juste devant Magnussen. Et c'est tout ce qu'il peut faire vraiment, Russell. C'est dès l'instant qu'il y a un autre pilote qui est en difficulté, c'est de terminer devant lui. Et il le fait donc à nouveau. Grands applaudissements pour George Russell et un week-end extrêmement difficile pour Williams. Bon, on en parle ou on n'en parle pas? Aïe 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 aïe. Ah purée. J'ai pas envie honnêtement, j'ai pas envie. Parce que voilà, cette pénalité de Sébastien Vettel qui du coup perd la victoire à cause de ces 5 secondes de pénalité, c'est un sujet sur lequel on va disputer pendant encore les prochains jours à venir jusqu'au Grand Prix de France. Donc pendant 2 semaines, on va en parler. En fait, j'ai pas d'avis arrêté sur la décision en elle-même, mais il y a tout un tas de choses qui me posent problème autour. Bon, déjà, je vais vous donner ma version, mon analyse de l'incident. Vettel est en difficulté, clairement. Il prend des risques. Il fait une erreur au virage 3. Il coupe la chicane. Quiconque ayant déjà roulé avec une simple voiture de tourisme à la campagne et mis les roues dans l'herbe sait que c'est déjà très dangereux à 20 km/h. Alors, quand on roule dans une Formule 1 à 150 km/h, bon voilà, après c'est de la physique pure, hein, et pour que les roues s'arrêtent, elles doivent être en contact avec une surface stable, et l'herbe, par définition, ce n'est pas une surface stable. Bref, Vettel essaie de revenir tant bien que mal sur la piste, sans perdre trop de temps, pardon pour le micro, et il revient sur la piste, il reprend le contrôle du mieux possible, et forcément, en essayant de braquer contre braquer pour garder le contrôle, il va tasser Hamilton contre le mur. Pour moi, aucun doute que dans cette histoire, Vettel a fait une faute. Mais il y a rien eu. Il y a rien eu dans cet incident. Je veux dire, on a vu pire. On a vu bien pire. Si à la rigueur, Vettel, en revenant sur la piste, avait percuté Hamilton ou avait bêtement essayé de freiner dans l'herbe, perdu le contrôle et s'était crashé sur Hamilton, là, oui, j'aurais soutenu la pénalité. Mais là, d'un côté, vous allez avoir une démonstration de la dissonance cognitive. D'un côté, je vais vous dire que Vettel a fait une erreur. Qu'en revenant sur la piste, il a forcé Hamilton à donner un gros coup de frein, à éviter l'accident, parce que sinon ça allait mal terminer. Du coup, Vettel a une part de responsabilité à assumer là-dedans. Donc, la pénalité est compréhensible, mais d'un autre côté,
on regarde de la Formule 1 pour voir les 2 plus grands pilotes de ces 10 dernières années se battre jusqu'à la limite de leur voiture, se battre jusqu'à la limite des bords de piste, jusqu'à la limite de leur talent et de leur expérience, ou est-ce qu'on regarde la Formule 1 pour voir une voiture rouge se faire suivre par une voiture grise, et dès l'instant qu'il y en a un qui va un peu dans l'herbe, eh ben on le sanctionne. C'est quoi ? Faut se mettre d'accord. Faut se mettre d'accord. Pour moi, la Formule 1, c'est des mecs venus d'une galaxie complètement différente, surhumains, qui pilotent des machins qui vont à plus de 300 balles à l'heure, qui se prennent 50 G dans la gueule, qui surpilotent des avions de chasse, et on leur demande de ne pas faire d'erreur. C'est ridicule. C'est ridicule pour moi. Depuis ce début de saison, il y a des pénalités qui sont données, qui sont absolument ridicules. Et vraiment, au début, j'ai ragé intérieurement quand il y a eu cette pénalité, mais je me suis dit, bon, c'est les choses, c'est la course, tant pis. Mais quand je vois qu'il y a des gars comme Mark Webber, Jenson Button, Mario Andretti, et j'en passe, pas des inconnus qui regardent la course depuis leur canapé et qui ragent sur Twitter, des mecs qui ont définitivement laissé leur nom dans les livres d'histoire de la Formule 1, ces mecs-là, qui savent à peu près de quoi ils parlent, disent que c'est de la merde. C'est qu'il y a un moment, il faut peut-être plus écouter les mecs qui savent de quoi ils parlent que des gars qui sont... Et je déteste contester les pénalités de course, je déteste contester l'arbitre, entre guillemets, mais là, il y a un moment, c'est ridicule. Parce que, comment dire, la Formule 1, comme n'importe quel sport, il y a un bouquin avec des règles. Ces règles, évidemment, doivent être respectées pour que le sport ait un minimum de sens. Quand il y a une infraction à ce règlement, on ouvre le bouquin et on regarde ce que ça dit. Effectivement, dans cette situation, il y a un conflit. Le problème, c'est que dans ce genre de situation, et comme dans absolument tous les incidents qu'il y a en Formule 1, c'est que ce n'est jamais le même. Ce n'est pas la même situation, ce n'est pas le même circuit, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et le problème qu'on a depuis des années maintenant, c'est que d'une course à l'autre, on n'a pas les mêmes commissaires de piste, on n'a pas les mêmes commissaires de course, et on n'a pas les mêmes sanctions d'un Grand Prix à l'autre. On se demandait avec Clem de Formule X hier si c'était pas depuis le décès de Charlie Whiting que c'était un peu n'importe quoi. Je suis en partie d'accord là-dessus parce que c'est vrai que depuis le début de saison, il y a des pénalités qu'on se demande d'où elles sortent. Mais d'un autre côté, non, ça fait des années qu'en Formule 1, il y a des pénalités ridicules. Pourquoi on n'a pas, au sein de la direction de course, un comité de 3 pilotes permanents, par exemple, c'est-à-dire un conseil de vrais experts. Et quand je parle d'experts, je parle pas d'experts canapé ou d'experts Xbox One, je parle d'experts de mecs qui ont roulé dans ces machins. Et quand je parle de mecs qui ont roulé dans ces machins, je parle pas d'un mec qui était là ce week-end, qui a roulé 3 saisons en Formule 1 dans une écurie payante. Je parle de mecs comme Webber, comme Button, des mecs qui ont fait des trucs en Formule 1, des mecs qui savent de quoi ils parlent, et qui soient dans ce conseil restreint, ce conseil permanent, à défaut de leur donner des pouvoirs exécutifs au sein de ce comité, qu'on leur donne le devoir de consulter chaque décision et de donner leur avis de pilote dans chaque décision que les commissaires de course vont prendre. Ça n'a aucun sens depuis des années, et là ça suffit. Et là le problème qu'on a, c'est que la FIA se sont tirés une balle dans le pied, même dans les 2 pieds, parce que, quoi qu'il fasse, là, à partir de cette décision, ça va nuire au sport. Et encore plus qu'habituellement, parce que, effectivement, si c'était un incident entre Giovinazzi et Perez, il y aurait la moitié de la planète qui en aurait eu rien à faire. La décision serait toujours aussi stupide, mais on en parlerait moins. Là, le problème, c'est que c'est une victoire d'un Grand Prix de Formule 1, c'est-à-dire que le résultat d'un événement national, international, annuel, un Grand Prix du Canada, il n'y en a qu'un par an,
On dit pas le Grand Prix du Canada du mois de mars, on dit le Grand Prix du Canada 2019. Quand on dit le Grand Prix du Canada 2019, c'est-à-dire qu'il n'y en a eu qu'un seul. C'est-à-dire que le vainqueur de cet événement historique est un pilote qui a gagné la course parce que le mec devant lui a eu 5 secondes de pénalité. Et maintenant, ils ont dit à Ferrari, vous pouvez faire appel. Là, c'est le moment où ils sont tirés la deuxième balle dans le pied. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois qu'il y aura une pénalité en course, les écuries vont demander à faire appel. Voilà, donc déjà, ça c'est mort. Ensuite, pourquoi c'est complètement stupide ? Soit ils restent sur leur décision qui est contestée, pas par tout le monde évidemment, mais qui est majoritairement contestée, et pas par des petits clampins comme nous qui regardons la télévision en croyant savoir de quoi on parle, mais par des mecs qui savent réellement de quoi ils parlent. S'ils restent sur leur décision contestée, ça va définitivement montrer que ce sont des incompétents notoires. Si ils reviennent sur leur décision et qu'ils rendent la victoire à Vettel, ce sera pire. Ce sera aussi grave parce que ça veut dire que les mecs, ils prennent des décisions en course et après ils vont dire « Ah bah non, on s'est trompé !» Alors que on a vu pendant plus de 20 tours le panneau « Under Investigation » pour bien montrer que vous étiez en train d'étudier l'affaire. Donc vous auriez mis plus de 20 tours pour prendre une décision pour qu'au final, vous reveniez dessus et dites « Ah bah non, on s'est trompé !» Je pense que j'ai surabusé du mot ridicule, mais ça résume parfaitement ce que je pense de cette affaire. Encore une fois, l'incident en lui-même, j'ai pas tant d'avis que ça. Ça fait un petit peu le mec qui se mouille pas, mais pour moi, quand j'ai vu le truc, quand j'ai vu l'incident, j'étais partagé. Je savais pas vraiment quoi en penser. Je me dis que d'un côté, il y a effectivement les commissaires de course, qui ont toutes les télémétries, toutes les caméras sous les yeux, tout ça. Mais encore une fois, le simple fait que tout le monde s'accorde à défendre Vettel, ça montre qu'il y a vraiment un truc qui va pas dans leur décision. Et c'est vraiment ce qui m'embête le plus. Mais bon, c'était un coup de gueule suffisamment long comme ça pour que je le perpétue. Je n'ai pas besoin de vous inviter à me faire savoir votre avis sur cet incident dans les commentaires parce que je ne doute pas que vous avez plein de choses à dire. Pour revenir quand même sur des choses un petit peu plus joyeuses, on revient sur ce Grand Prix qui, moi, m'a vraiment fait plaisir. Dans l'ensemble, si on retire cette affaire, c'était une très belle course et même la bataille entre Vettel et Hamilton était très très belle. C'est très beau à voir. Enfin, cette dispute entre ces deux grands pilotes et même sur le reste du plateau, il y a eu des belles performances de partout. Pour mon top 3 de ce week-end, je dois à nouveau louer la prestation de Lance Stroll, mais comment c'est possible que ce mec enchaîne un Grand Prix catastrophique et une course comme ça ? C'est... je sais pas, mais qu'il continue ce genre de course, Lance Stroll, et ce sera très bien pour lui. Ensuite, Daniel Ricciardo. Ricciardo, 4e en qualif, 6e en course. Remarquable, absolument remarquable à nouveau. Il est enfin à l'aise dans la Renault, et comme je le disais tout à l'heure, il va vraiment donner du mal à Hülkenberg, et ça fait plaisir. Et Max Verstappen, bon sang, mais Maxou... Will Buxton faisait remonter cette statistique depuis Canada 2018 jusqu'à Canada 2019. 21 courses, un calendrier complet de Formule 1. Lorsqu'il a pu être comparé avec son équipier, il a toujours fini devant. C'est-à-dire qu'en un an, Verstappen ne s'est jamais fait battre par son équipier en course. C'est vrai qu'en face de lui, cette année, c'est Gasly, mais quand même, c'est remarquable. Max Verstappen... Si la Red Bull pouvait se joindre à la lutte avec Ferrari et Mercedes de temps en temps, une lutte Hamilton, Vettel, Verstappen, mais ce serait trop beau parce que pour moi, c'est vraiment les trois meilleurs actuellement sur le plateau et ça me réjouit.
Dans les commentaires, je vous laisserai également me partager votre top 3 pour ce Grand Prix du Canada. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette chronique. Je vous invite, si vous voulez soutenir la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez suivre l'actualité du Blabla F1 sur Instagram, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. Et également me retrouver sur le Discord de Formule X. Je vous mettrai le lien également. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.